Bonjour, nous sommes en septembre 2019. Je voudrais faire cette vidéo afin, presque, je le dirais, de faire le prophète psychologique, pas le prophète religieux, mais en se posant la question, que va donner la PMA pour toutes, sur les enfants? Alors pourquoi je fais cette vidéo? D'abord, je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, j'enseigne la philosophie sur Internet dans l'Institut Docteur Angélique. C'est de la philosophie réaliste, ça veut dire qu'elle veut coller à la réalité. Deuxièmement, hier, des médecins, et on peut dire que le maître de la philosophie réaliste est Aristote, il avait comme père un médecin, eh bien des médecins se sont prononcés courageusement en disant ceci. D'abord, il se pose comme ne se mêlant pas du désir légitime de toutes les femmes, quelle que soit leur situation, de désirer avoir une maternité. Il se pose d'un autre point de vue, du point de vue du regard sur l'enfant. Ce sont les membres de l'Académie médicale de médecine en France, et leur vote a été de 69 voix pour, ce que je vais dire maintenant, 11 voix contre et 5 abstentions. Premièrement, il rappelle qu'on doit prendre en compte l'égalité chez les enfants et, je dirais, le droit qu'ils ont à recevoir, dans la mesure du possible, un père et une mère. On pourrait dire que cet argument de la rupture d'égalité vient évidemment contrer l'argument de ceux qui veulent étendre la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aussi aux couples de lesbiennes. Eh bien, ils le font au nom de l'égalité et elle vient frontalement parler d'une autre égalité, celle de l'enfant. Mais c'est sur un autre sujet que l'argumentation se fait beaucoup plus précise. Le fait d'organiser la venue d'enfants sans père, de l'organiser, je dirais au niveau de l'État, est une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant. Et ensuite, l'Académie de médecine pose le principe suivant: la figure du père est fondatrice pour la personnalité de l'enfant. L'existence du père et de la mère ne sont pas que des mots, mais sont véritablement fondatrices d'une complémentarité dans le rôle et la structuration de l'enfant. Alors évidemment, on peut opposer à cela, et l'Académie de médecine en est lucide, des études qui viennent principalement des pays anglo-saxons et qui disent « bien non ». Des enfants qui sont élevés sans la figure du père, ça se passe très bien, ils grandissent très bien. Eh bien l'Académie de médecine critique ces rapports en disant « c'est très simple, ces études, elles sont faites souvent sur des enfants petits, et ça se passe bien, ils n'ont pas encore atteint l'âge où vont se poser les questions profondes et où les dégâts apparaîtront. » Alors évidemment, c'était un pavé dans la mare, un pavé, je dirais, venant de vieux médecins, venant d'hommes blancs, et le ministère, par la voix d'Agnès Buzyn, a réagi aussitôt en disant ceci. Aujourd'hui, un quart des familles sont monoparentales. Considérer qu'il y a un lien direct entre défaut de construction de l'enfant et famille monoparentale est faux. Et elle ajoute, heureusement qu'on arrive à se construire même quand on est élevé par un parent seul. Sa position a d'ailleurs été appuyée par Serge Effez, qui est un psychanalyste et un psychiatre, qui a dit « bien, il faut le reconnaître, le modèle familial traditionnel a évolué, et les choses évoluent avec les mentalités. » Voilà posé le débat, et donc je vais essayer de me prononcer, mais me prononcer en essayant de regarder la réalité, parce que la réalité des enfants, on peut la connaître déjà. Il existe des enfants qui ont été élevés par des mères seules, et c'est même extrêmement nombreux maintenant. D'abord, première prophétie, entre guillemets, que je voudrais faire, c'est que ça se fera. Cette loi va passer. Il y aura beau y avoir des milliers de manifestants, cette loi va passer. Pour une raison précise et très simple, c'est qu'elle est la conséquence logique d'une anthropologie nouvelle qui est en train de s'imposer dans l'Europe occidentale. À savoir qu'il n'y a pas de nature humaine. La seule nature humaine, c'est la liberté de l'homme venant de cette chose particulière que les animaux n'ont pas et qui lui permet de poser des choix pour être heureux en cette vie du mieux qu'il peut selon ses aspirations personnelles. La seule règle morale qui arrête sa liberté, c'est quand elle vient s'opposer à la liberté d'autrui.
On dira, mais tout de même, là l'Académie de médecine précise qu'on va s'opposer à la liberté de l'enfant. L'enfant n'a pas de liberté. Il n'est pas considéré comme un être libre, et ça vient tout simplement des lois sur l'avortement. En effet, si un enfant qui n'est pas encore conscient n'est pas un être humain, la conséquence c'est qu'un petit enfant qui n'est pas encore capable de poser des choix libres, eh bien, reçoit de ses parents les choses, ça lui est imposé par la vie, et c'est comme cela. Il faut bien comprendre que les arguments fondés sur l'égalité, l'égalité de toutes les femmes, celles qui sont célibataires, celles qui sont lesbiennes, etc., est plutôt un argument médiatique pour faire passer la loi. Mais fondamentalement, c'est plutôt la liberté qui déconstitue l'être humain, et donc la négation qu'il y aurait une nature humaine physique, quelque chose qui s'impose à nous et dont on devrait tenir compte, qui est présent. Cette anthropologie nouvelle se répand dans tout le monde occidental et essaye même d'être importée dans les pays, je dirais, africains et ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle est fondée sur une analyse profonde du sens même de la vie. Parce que tout vient du hasard, tout vient de l'évolution, et que la grande noblesse de l'homme, c'est justement d'être capable, par ses choix libres, de dépasser ce que l'évolution a pu apporter. Et donc, en conséquence, parce qu'il n'y a pas d'intention profonde d'un quelconque créateur, eh bien, l'homme est son propre créateur. Pourquoi je dis que ces lois vont s'imposer ? Pourquoi ? C'est parce que ça fait 200 ans que c'est comme ça dans l'Europe occidentale. Ça fait 200 ans qu'il apparaît successivement, tous les 50 ans, une idéologie qui est scientifiquement certaine, du moins c'est ce qu'enseigne la partie la plus médiatique, la partie qui tient le pouvoir de penser. On peut penser par exemple au marxisme. Le marxisme dans les années 70, mais qui aurait pu contester que c'était scientifiquement une certitude, je dirais non contestable, que évidemment les sociétés capitalistes allaient disparaître. Cette idéologie qu'aurait pu être démontée en, je dirais, un trimestre de classe par des professeurs qui ont des élèves, en mettant l'égalité totale, 10 sur 20 à tous les élèves et en constatant, en regardant ce que ça donne au niveau du travail. Eh bien cette idéologie, il a fallu 70 ans et 100 millions de morts pour qu'on finisse par reconnaître qu'elle était contre nature, qu'elle était même intrinsèquement pervers, parce que, comme disait le pape Pie XII, elle ne correspond pas à ce que c'est l'homme. L'homme ne travaille pas avec énergie pour la collectivité, il travaille pour sa femme, pour ses enfants, du moins la majorité des hommes, et il veut, s'il travaille davantage, avoir des récompenses en proportion de son travail. Ça, c'est dans la nature humaine, ça ne se rééduque pas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Le communisme s'est écroulé, et, je dirais, des systèmes plus adaptés à la nature humaine sont venus. Donc là, on est face à une nouvelle idéologie qui, évidemment, est tout à fait contestée et contestable par les faits, mais elle s'imposera. Elle s'imposera, elle durera quelques années, et puis les conséquences viendront. Et donc, on peut déjà, je dirais, de manière prophétique, simplement par l'analyse de ce que c'est que l'homme, prévoir ce qui se passera. Et pour ce faire, eh bien, il faut commencer par construire, je pourrais appeler ça une psychanalyse réaliste, pas freudienne, mais réaliste de ce que c'est qu'un petit enfant, de la manière dont il se construit. L'expérience montre, parce que c'est sur l'expérience qu'on doit se fonder, pas sur des théories, l'expérience montre, et aucun éducateur ne peut contester cela, que s'il y a une loi psychologique qui est valable pour 100% des enfants, au point qu'on ne voit pas d'exception. C'est peut-être même la seule loi en psychologie qui n'a pas d'exception. La plupart des lois sont, je dirais, à 80%, ne sont pas valables à 100%. C'est que tous les enfants, sans exception, pour se construire, ont besoin de 2 amours complémentaires. Et je n'ai pas dit ici d'un père et d'une mère. Je dis de 2 amours complémentaires, à savoir un amour de tendresse. Il faut dire à son petit enfant qui vient de naître dès sa naissance qu'on l'aime, combien on l'aime, lui faire des bisous, le prendre dans ses bras, je dirais, ce contact est essentiel. Ça, c'est absolument pas nié, il n'y a pas de problème. Mais que le deuxième amour complémentaire, c'est de mettre des repères d'autorité, pour mettre des limites. Certains se disent, mais les limites, elles interviennent vers 3-4 ans, pas le petit bébé. C'est une erreur. Les limites doivent intervenir tout de suite. Et je dirais, cette chose-là que je viens de décrire en psychologie, elle est valable pour l'être humain. Et ce qui montre qu'elle n'est pas liée à la liberté de l'enfant,
ou à la liberté de la mère, c'est que c'est valable aussi chez les animaux qui sont très proches de nous. Ça veut dire qu'il suffit d'observer comment se passe l'éducation d'une maman chien sur son petit, tout petit qui vient de naître. Eh bien d'abord plein d'amour, de la douceur, elle le prend, elle sait le transporter, il n'y a aucun geste dur, etc. Et puis très vite, lorsque par exemple un des petits insiste pour sortir du nid, pour aller explorer, etc., et très vite, elle va mettre l'autorité et les repères, et puis le ramener avec une certaine fermeté là où n'est pas le danger. Elle met les repères, et si elle ne les met pas, tous les éleveurs de petits chiens savent que le chien sevré trop tôt va faire des déséquilibres psychologiques. Eh bien pour l'être humain, c'est pareil. Nous savons que dès tout petit, il a besoin d'un amour de tendresse et d'un amour d'autorité, et qu'il n'y a pas là de contre-exemple. Si on veut déséquilibrer un enfant, on ne lui donne pas du tout d'autorité, on essaiera de la poser vers l'âge de 3 ans tout d'un coup, quand il commence à faire les caprices, et on verra à quel point c'est difficile. Il est dans des rails où c'est lui le maître, il suit ses pulsions. Au lieu de le rendre libre, on l'a rendu esclave de lui-même. Et là, il faut des super nannies pour rattraper quand on peut. Et dans la réalité, les pauvres parents sortent très difficilement de ces rails. Alors jusqu'ici, on pourrait dire, pas de problème. Mais est-ce que c'est une loi absolue de la psychologie que ces deux amours soient portés par une mère d'un côté et un père de l'autre? D'abord, je dirais que, dans l'histoire de l'humanité, depuis 25 000 ans, et par exemple dans les vieilles religions comme le taoïste, cette complémentarité a toujours été admise, mais par des vieux qui étaient sages, et donc qu'on n'écoute plus actuellement, et elle a été décrite à travers ce schéma qui je crois, est central pour bien montrer la souplesse de la vie et la souplesse de la complémentarité. Ça veut dire que les anciens considéraient qu'il y avait complémentarité entre l'homme et la femme, mais avec souplesse. Remarquez que dans ce qui représente la femme, qui peut être soit le blanc, soit le noir, il y a toujours un point noir ou un point blanc. Ça veut dire que l'autorité est présente dans l'amour de tendresse qui est fondamentalement, d'après ces anciens, l'instinct de la maman. Et tout simplement parce qu'elle l'a porté, le bébé, qu'elle le protège, qu'elle ne veut pas qu'il lui arrive du malheur, qu'elle le nourrit, qu'elle fait attention, il est fragile. Et puis de l'autre côté, tout à fait harmonieux, au point que ça forme un cercle parfait, il y a l'amour de l'autorité. Et cette autorité, il faut le remarquer, elle a un point de féminité, donc de tendresse. Ce qui veut dire qu'on n'est pas face à un schéma avec une petite chose affective, la maman qui... voilà, et puis de l'autre côté, une grosse brute poilue qui mettrait la protection et l'autorité. C'est très souple. Et là, pour le coup, on peut se demander, avec Agnès Buzyn, si il faut obligatoirement que cette complémentarité des deux amours, celui de l'autorité et celui de la tendresse, est portée d'un côté par le père, de l'autre côté par la mère. Eh bien, je vais être objectif, ce qui montre que le seul maître que j'ai, c'est la réalité. On peut montrer que ce n'est pas vrai à 100%, qu'il y a des mères qui ont pu remplacer, et très souvent, les deux rôles et qui l'ont fait extraordinairement bien. Il y a des pères, parfois, aussi qui ont réussi, c'est-à-dire à jouer le rôle de tendresse, véritablement alors qu'ils étaient tout seuls à élever les enfants. Les choses sont constatées et constatables. Alors on dira, donc Agnès Buzyn a bien raison, ce rôle est parfaitement interchangeable. Il n'y a pas, là, en ce qui concerne l'identification de l'autorité au père et de l'amour à la mère, quelque chose qui est absolu. Les modèles peuvent changer comme le montre Serge Éphèse. Eh bien, n'allons pas si vite. Je voudrais montrer quelque chose que, je dirais, chacun a pu expérimenter. Pas à 100%, mais disons, c'est la nature habituelle. C'est valable en général. C'est pas universel ce que je vais dire maintenant, mais c'est plus de 90%. Je me rappelle d'ailleurs, c'était quelque chose de très amusant. J'avais enseigné un peu la philosophie récemment dans une classe, et puis c'était une école publique, et la directrice des études vient me trouver en me disant « Mais vous dites que, comment dirais-je, 80% des fois, les petits-enfants sont récupérés par la maman dans le divorce. C'est absolument pas vrai, c'est changé. Maintenant, on n'en est plus qu'à 40%. » Donc moi, je me gratte la tête, je me dis « Je vais aller voir sur Internet, je vais aller voir les chiffres. » Et qu'est-ce que je trouve ?
eh bien que c'était à 95% que les petits-enfants étaient confiés à la mère seule. Et que quand ils étaient confiés au père seul, c'était vraiment des exceptions. Ce qui veut dire qu'il y avait manifestement encore quelque chose qui était d'ordre charnel, d'ordre de la vocation féminine à donner la vie, et de l'autre côté, du comportement des pères face à leurs enfants. Attention, dans beaucoup de cas, c'était une volonté commune du père et de la mère de confier les petits-enfants à l'éducation de la mère et à sa garde exclusive. En fait, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que nos mères ont parfois de l'autorité, et même une autorité extrêmement forte. Une ambition qui peut être pour que leurs enfants aient un métier fantastique, et elles imposent des règles, bien plus que ne le fait le père, qui lui souvent laisse faire, lui laisse l'autorité à la maison. Mais on constate quoi ? Que l'autorité de la mère, elle est particulièrement sensible sur la question de la protection de l'enfant face au danger. Ça veut dire que quand un danger se présente, si par exemple le père a fait une activité avec l'enfant qui a mis quelque peu sa vie en danger, la mère entrera dans une colère légitime en disant « Tu es un gamin, tu as mis l'enfant en danger ». L'autorité du père, quand il joue son rôle, ce qui parfois à notre époque n'est pas facile, parce qu'il risque de se faire plaquer, tout simplement, donc il n'ose pas. Mais l'autorité du père, lui, s'il pouvait jouer son rôle, c'est une autorité plutôt structurante. L'autorité de la mère serait donc plutôt protectrice, l'autorité du père serait constructrice. Et c'est quelque chose, alors que, encore une fois, on dira les vieux considéraient comme vrai, au point que quand le père assistait à l'accouchement, le geste symbolique quasiment sacramentel, c'est qu'on donnait au père les ciseaux pour couper le cordon ombilical entre l'enfant et la mère. Quelque chose de connu dans toutes les civilisations, quelque chose que portent les pères en eux. Ils veulent que leur enfant devienne un adulte. Oh, pas tout le temps, là je suis d'accord, pas tout le temps vrai, mais c'est c'est comme un instinct général de la nature d'un papa qui joue son rôle. Et il peut l'accepter ou le refuser pour des raisons que j'ai indiquées. La conséquence de cela, c'est que si on se réfère à ce qui va se passer lorsque cette loi va passer, qu'on aura deux mères qui élèveront des enfants, eh bien, on verra parfois l'éducation structurée avec beaucoup de tendresse, on peut faire confiance aux mères, et beaucoup d'autorité, on peut aussi leur faire confiance là-dessus. Mais attention, ce ne sera pas, dans la majorité des cas, la même autorité. C'est une autorité qui protège, qui met un cocon, qui empêche l'enfant, évidemment, de sortir, de prendre des risques. Une autorité qui pense que tout est dans la protection. Alors on dira, mais il suffit que les femmes le comprennent, et donc elles mettront des repères masculins qui compléteront, et puis ça se passera très bien. Oui, mais, de fait, l'instinct profond étant comme cela, la complémentarité n'étant plus faite dans le couple, voilà ce qu'on aura. Et ces choses-là provoquent quoi ? Eh bien un rejet de l'excès d'amour, de l'excès d'autorité liée à l'amour chez un enfant qui a manqué d'un des pôles structurants, un pôle différent, et c'est pas pour rien que la nature fait la psychologie générale des pères différente de la psychologie générale des mères. Alors, il y a autre chose que je voudrais soulever, et là, presque avec humour. Il faut se souvenir que depuis 50 ans, dans les universités, en psychologie, en philosophie, le maître absolu, le prêt-à-penser en ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est un certain Sigmund Freud. Et Sigmund Freud, qui était le dieu au point que on ne pouvait pas passer un tel diplôme sans avoir subi, je dirais, la formation freudienne, que moi je considère comme à 80% idéologique. Mais n'empêche que, à cette époque-là, la structuration de Sigmund Freud était de montrer que le rôle de l'enfant par rapport au père se situait dans un rapport différent lorsque c'est un petit garçon et une petite fille. Ça veut dire que lorsque c'est un petit garçon, et qu'il a une maman qu'il aime de tout son cœur, le père est comme un rival qu'il veut tuer symboliquement, tout en voulant s'identifier à lui, en ayant besoin de l'admirer, et que l'enfant devenait vraiment adulte lorsqu'il avait enfin tué en lui la relation symbolique à ce père avec son autorité.
Je rappelle qu'on appelait ça le complexe d'Oedipe, et pour les filles, on avait quelque chose d'analogue, avec l'imitation de la mère, etc., etc. Je veux bien admettre que cette théorie freudienne, en fait, elle est complètement datée. Elle date du 19e siècle, à l'époque où les mères sont des petites choses faibles et les pères ont une telle autorité que c'est écrasant. Et donc, on a constaté dans les années 60 que quand l'égalité d'autorité s'est rééquilibrée, ces choses-là ont disparu, se sont structurées autrement. Mais s'il y a une chose de vrai chez Freud, par contre, c'est bien que le petit enfant, il est en rapport avec son père et avec sa mère de manière différente. Et d'ailleurs, il suffit de se souvenir, quand on était petit, si notre père avait un métier dont on était fier, qu'est-ce qu'on était fier de le dire dans la cour de récréation, en disant « Mon père était vétérinaire, mon père est vétérinaire, il est vétérinaire, c'est extraordinaire ». Eh bien, il est amusant de voir en 2019 un psychanalyste, Serge Effez, qui évidemment, je dirais, médiatique, et donc qui va certainement pas s'opposer à ce qui va évidemment s'imposer, parce que ce sont des vieux mâles blancs grognons qui disent l'inverse de ce qui est en train de se faire. Et Serge Effez dire, mais tout le monde sait que le rapport, je dirais, au père et à la mère ont changé, que les mentalités ont changé, et donc que ce qui était avant n'est plus valide. Ça voudrait donc dire que pendant 50 ans, on a adoré une idole qui maintenant ne serait plus valide, que Freud, qui disait que le rapport au père et à la mère était essentiel pour la structuration de l'enfant, c'est devenu du vent. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste, qui chez Freud, évidemment, est idéologique. Mais par contre, ça montre bien à quel point il ne faut pas se laisser emberlificoter par l'idéologie du temps. L'idéologie actuelle, c'est l'idéologie du genre, évidemment. Ça veut dire que tout cela, ce sont des constructions, ce qu'on pourrait appeler des stéréotypes de genre. Que tout est interchangeable du moment qu'il y a, ça on l'admet encore, je dirais on est sorti de la vieille lune de mai 68, de l'amour et de l'autorité. Du moins, ceux qui sont spécialistes de l'éducation le savent. Alors pour conclure, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer quand cette loi va être passée? Et lorsque des femmes célibataires, ne voulant pas s'embêter avec un homme qui parfois évidemment ne joue pas son rôle, et vraiment on voit l'homme doit se reconstruire, se feront faire des enfants sans homme. Il va d'abord se passer ce que Agnès Buzyn nie, et qui est tout de même une réalité, c'est que effectivement s'il y a un quart des familles qui sont monoparentales, et des enfants qui sont élevés par des mères seules, ça ne se passe pas si bien que ça. Tout le monde le sait, que c'est le domaine où les études vont moins loin, où le travail est bien moins fait, où il y a des problèmes psychologiques qui arrivent à l'adolescence davantage. Les problèmes de banlieue, par exemple, où on se plaint de jeunes ingérables dans la rue, où la mère fait ce qu'elle peut, ce sont des problèmes de familles monoparentales. Alors on dira, oui, mais des familles monoparentales immigrées, donc avec des vieux modèles patriarcaux. Comme si, dans les familles de souche européenne, les problèmes en question n'étaient pas aussi visibles. Le manque de construction, de structuration des enfants, le manque de repères qui leur rappellent ce que c'est que le sens de l'honneur, d'un engagement, le fait qu'on ne traite pas, par exemple, une jeune fille comme n'importe quoi. Comment peut-on se plaindre, après, que des garçons font avec les filles n'importe quoi qu'ils voient sur Internet, abusent de leur confiance, et quelquefois même, je dirais, les laisse en morceaux, brisés au bord du chemin, si, d'un autre côté, on n'admet pas le rôle du père qui donne les repères, le sens de l'honneur que devrait normalement communiquer un homme à son fils, à savoir, tu ne fais pas n'importe quoi, ta parole est une parole que tu tiens, tu n'abuses pas de la confiance d'une jeune fille, etc. Donc, il y aura des conséquences de ce problème, qui d'ailleurs est, je dirais, est malheureusement, hélas, déjà présent dans les familles avec un homme et une femme, puisque l'homme a tellement de mal à jouer son rôle de père actuellement. Il y aura d'autres problèmes, comme par exemple, justement, à l'adolescence. On le sait très bien, on le voit chez les enfants adoptés, ce besoin de trouver sa racine paternelle. Alors, là encore, il y a une idéologie qui dit « mais non ». Le vrai parent, c'est le parent qu'a élevé, et ça se passe par l'affection donnée, le temps donné, etc. Non, il y a aussi un corps, et on le voit bien, on le constate. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, l'accouchement sous X total a été interdit. On constate que pour les enfants, c'est pas vain la descendance biologique.
qu'il y a un corps, que nous ne sommes pas des purs esprits avec la liberté qui fait cuit-cuit. Nous avons vraiment une chair qui a des racines. Et cette chair nous a été communiquée par un père. Et ce père joue un rôle. Et donc on verra des enfants chercher des racines. Ces racines qu'ils ne pourront pas trouver, surtout si le don de spermatozoïdes est anonyme. Ou alors, je dirais encore pire, si un seul donneur est père de milliers d'enfants. Parce que c'est des choses qui se produisent parfois. L'autre problème qui va se passer, c'est évidemment que vont devenir des enfants élevés par une mère qui a l'idée qu'elle va lui donner la vie et qu'il ne lui faut pas de père. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il ne faut pas à cet enfant un père, alors que toute mère qui a, je dirais, un équilibre et du bon sens psychologique sait qu'un enfant se structure avec un père et une mère. Que va donner un enfant avec de telles mères qui, parfois, sont en rupture de haine par rapport à la masculinité, ou parfois en rupture libertaire par rapport au fait de se débarrasser de la masculinité. Je voudrais poser enfin un dernier problème, le problème des couples de lesbiennes, en attendant que ne vienne la PMA, proclamation pour autrui, pour les hommes, pour les couples hommes, puisque le même argument, celui de l'égalité, sera utilisé. Eh bien, je voudrais rappeler une anecdote qui s'est passée il y a moins d'1 an en France. La directrice générale de l'ASE, c'est-à-dire de tout cet organisme qui donne des enfants à l'adoption, a dit, de manière très naïve, dans les journaux télévisés, que jusqu'ici, elle n'avait jamais eu à donner d'enfants adoptables à des couples homosexuels, parce que quand même, ils sont spéciaux. Aussitôt, ça a fait un scandale terrible, et elle a été renvoyée pour faute grave. Je ne voudrais donc pas, je dirais, développer excessivement en quoi beaucoup de couples homosexuels sont spéciaux, de peur, évidemment, de m'attirer la mort sociale, on pourrait dire cela, tant la sensibilité sur ces points-là est dangereuse actuellement. Mais je voudrais tout de même dire quelque chose. On peut être quasiment certain que dans 20 ans, quand les enfants élevés par 2 lesbiennes seront adultes, eh bien, ils se plaindront très souvent, probablement, de ce qui fait le défaut habituel des femmes et qui ne peut que se démultiplier si 2 femmes sont ensemble. Ça veut dire le risque qu'on voit, parce que la femme n'est pas une petite chose tendre et pure et limpide. La femme possède en elle aussi des instincts. Je dirais le risque des abus d'ordre affectif. Ce ne sont pas les abus sexuels qu'il faut craindre chez les couples de lesbiennes, ce sont les abus affectifs. Parce que c'est ça dont, on le sait, les femmes habituellement peuvent se rendre coupables si elles n'y prennent pas garde. On dira, mais quand même, les femmes sont capables de se prendre en main. Oui, c'est vrai, mais il y a un proverbe biblique qui dit ceci. La femme forte qui dompte son âme est plus forte qu'un guerrier qui prend des villes. Ça veut dire que tout le monde le sait, l'expérience est là, que pour arriver à modérer ce qui est sa nature instinctive, c'est compliqué. Actuellement, il se développe dans les médias l'idée que l'homme, c'est quelque chose comme une grosse brute poilue qui sommeille en lui, tandis que la femme, c'est une petite chose sensible et victime. La réalité, c'est que en France, il s'est passé ceci il y a à peu près 15 ans. À un moment donné, lorsque les affaires de pédophilie ont été découvertes, eh bien, parce que les femmes voulaient, très souvent, avoir la garde des enfants, surtout par rapport à ce mari dont elles voulaient se débarrasser suite à un divorce parfois douloureux, on a vu se multiplier les cas de dénonciation d'actes d'abus sexuels de la part du mari sur les enfants. Évidemment, la justice de l'époque, étant en pleine affaire Dutroux et l'affaire Doutreau aussi, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle plaçait l'enfant exclusivement pendant un temps chez la mère, je dirais, pour enquêter. Et puis, évidemment, au bout de quelques années, quand le père était lavé de tout soupçon et qu'on voulait rendre la garde alternée, l'enfant ne voulait plus retourner chez son père, parce qu'entre-temps, il ne le connaissait plus et il avait souvent été monté par la mère contre lui. Résultat, puisque ces cas se multipliaient de dénonciations qui étaient fallacieuses, qu'est-ce qu'ont fait les juges en France? Une simple idée. Ils ont dit, maintenant, à chaque fois qu'il y aura une dénonciation venant de la mère, comme quoi un père a porté des actes d'abus sexuels sur son petit enfant, c'est peut-être vrai,
c'est peut-être faux, mais l'enfant sera placé dans une famille d'accueil. Il ne sera pas placé chez la mère. Et qu'est-ce qu'on a vu aussitôt? Le nombre des dénonciations s'écroulait de 90% pour passer à ceux qui réellement, les femmes qui réellement dénonçaient un cas d'abus vérifiable et je dirais réel qu'elle avait constaté. Donc voilà ce que la femme porte en elle aussi, cette violence d'ordre affectueuse si on peut, mais qui est terrible. Et donc si deux femmes qui portent ces choses-là sont ensemble et se démultiplient, eh bien on peut être certain que l'autorité protectrice se démultipliera. En tout cas on peut le craindre. Je voudrais conclure cette vidéo en disant, eh bien, ce sont des cycles de 50 ans ces idéologies. Elles passent parce qu'il y a une chose qui est plus forte que toutes les idéologies et qui s'oppose à cela, c'est le réel. Je dirais qu'actuellement, après 200 ans où on est passé successivement du culte de l'argent au culte de l'égalité dans l'argent avec le marxisme, au culte de la patrie, au culte de la race, au culte de la liberté maintenant, il faudrait peut-être qu'on arrive un jour à revenir au réalisme, à retourner à l'observation de l'homme tel qu'il est avec sa complexité. Et, je dirais, à sortir de ces idéologies politiques qui finissent par être lassantes. Bon, là, au moins, on peut dire qu'il n'y aura pas 100 millions de morts. Mais il y aura des enfants déstructurés. Ça, on ne peut pas le nier. On le sait à l'avance. Et c'est profondément un scandale. Un scandale, ça veut dire que le droit suprême des enfants à avoir surtout, quand ils sont, je dirais, abandonnés, un père et une mère de substitution, complémentaires qui s'aiment, c'est tout de même quelque chose d'important, qui fait partie de la charte des droits de l'enfant. Alors, on pourrait s'asseoir là-dessus, au nom, je dirais, de la liberté des adultes pour s'épanouir le temps de cette vie.